Bonjour, je m'appelle Charlotte Crispin et je travaille dans la division acoustique façade et menuiserie du CSTC. Je vais vous présenter les principes de l'isolation acoustique des doubles parois. Alors cette présentation fait partie de toute une série de formations consacrées à l'acoustique du bâtiment. Cette présentation est scindée en trois parties. Alors, dans la première partie, je vais vous énoncer donc les principes généraux de l'isolation acoustique des doubles parois. Et puis ensuite, je vous parlerai des règles de base pour une bonne isolation acoustique des doubles parois massives. Et enfin, des règles de base pour une bonne isolation acoustique des doubles parois légères. Pour comprendre cette présentation, quelques prérequis sont nécessaires. Je vous recommande donc d'aller voir les webinaires consacrés aux notions de base en acoustique et sur l'isolation acoustique des simples murs. Donc rentrons directement dans le vif du sujet et essayons de comprendre comment le bruit est transmis au travers des doubles parois. Vous avez ici à droite un graphique qui représente donc l'isolation d'une paroi en fonction de la fréquence. Alors ici, la courbe verte en pointillé vert représente donc une courbe d'isolation d'une simple paroi. Ici, une simple paroi dont la masse surfacique totale est la somme des masses surfaciques des parois individuelles de notre double paroi. Alors vous avez un trou, donc une chute de performance que vous pouvez voir sur cette courbe qui représente la coïncidence. Et je vous invite à aller voir donc le webinaire qui concerne donc l'isolation acoustique des simples parois pour mieux comprendre ce phénomène. Mais nous n'allons pas ici le développer parce que ce n'est pas le sujet. Mais nous allons juste comparer cette courbe d'isolation de la simple paroi à notre double paroi que vous avez ici en rouge. Donc on peut voir directement qu'à une certaine fréquence, appelée la fréquence de résonance, au-dessus de cette fréquence de résonance, l'isolation acoustique de la double paroi est bien supérieure à l'isolation acoustique de la paroi simple. Nous allons essayer de mieux comprendre comment cela se passe. Alors en fait, une double paroi peut être modélisée comme un système masse-ressort-masse, où les masses représentent donc les parois de la double paroi et le ressort représente l'air emprisonné dans la cavité. Alors, en dessous de la fréquence de résonance, donc plutôt dans les basses fréquences, on voit que l'indice d'affaiblissement acoustique ou l'isolation acoustique de la double paroi est égal à l'isolation acoustique de la simple paroi. En fait, à ces fréquences-là, le ressort n'agit pas. En fait, il agit juste comme une liaison rigide entre les deux parois et donc les vibrations qui sont générées par les ondes acoustiques du côté de la pièce d'émission sont entièrement transmises à la seconde paroi du côté de la réception. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la double paroi ici agit en fait comme une simple paroi de même masse surfacique. Si on monte un peu plus en fréquence, donc si on arrive à la fréquence de résonance, ici, on s'aperçoit ici par contre que l'indice d'affaiblissement acoustique de la double paroi est inférieur à l'isolation de la simple paroi. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un phénomène de résonance et donc la vibration qui est transmise du côté de la réception, donc à la paroi de la réception, la vibration est amplifiée justement par ce phénomène de résonance qui donne alors une chute de l'isolation acoustique. Ce n'est qu'en dépassant cette fréquence de résonance, donc pour des fréquences supérieures à cette fréquence de résonance, que l'indice d'affaiblissement acoustique de la double paroi va être supérieur à celle de la simple paroi de même masse surfacique. Et c'est là que c'est intéressant. Donc dans ce cas-là, en fait, le ressort emmagasine l'énergie et ne retransmet pas donc les vibrations du côté de la paroi de réception et on a une augmentation flagrante de l'isolation de la double paroi. Alors cette isolation est en fait limitée par l'effet trois chambres, c'est-à-dire que dans les très hautes fréquences, on va atteindre une isolation qui est égale à la somme des isolations individuelles de chaque paroi. On peut voir aussi directement donc que plus la fréquence de résonance est basse et plus l'isolation, la bonne isolation ou l'effet favorable de la double paroi sera bénéfique. Dans ce slide, on peut voir la formule qui permet de calculer la fréquence de résonance.
Cette fréquence de résonance dépend de la largeur de la cavité, le petit d, et des masses surfaciques des doubles parois, M'1 et M'2. Il faut que la fréquence de résonance soit la plus basse possible, inférieure même à 63 Hz, ce serait l'idéal. Donc il faut pour ça augmenter soit la largeur de la cavité ou augmenter les masses surfaciques de la double paroi. Si on regarde le graphique à droite, on peut voir un cas défavorable, donc la fréquence de résonance tombe dans les moyennes fréquences. Et donc pour amener la fréquence de résonance dans les plus basses fréquences, pour avoir un cas plus favorable, et bien donc on va augmenter la largeur de la cavité et augmenter les masses surfaciques. Et donc on obtiendra une courbe d'isolation beaucoup plus favorable. Malheureusement, dans beaucoup de cas, on n'a pas une double paroi parfaite. Il y a toujours une connexion structurelle entre les doubles parois, comme par exemple dans les parois légères, ce serait l'ossature en bois ou l'ossature métallique, qui vient donc rajouter une transmission structurelle et donc faire chuter l'isolation de cette double paroi, comme vous pouvez voir sur le graphique. Regardons d'un peu plus près les doubles parois massives. Alors à droite, vous avez un graphique qui représente les courbes d'isolation. Alors en pointillé bleu, c'est la courbe d'isolation d'un simple mur en béton de 14 cm. Et on va comparer cette courbe d'isolation à des doubles parois. Alors d'abord à une double paroi parfaite, donc toujours en béton de 14 cm. Alors la double paroi parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune connexion rigide entre les doubles parois et le plancher est même discontinu. Dans ce cas-là, on atteint une isolation acoustique de 84 dB. On peut voir que juste en ajoutant quelques points d'ancrage, cette isolation acoustique chute jusqu'à un niveau de 61 dB. Il y a le même problème si la double paroi est montée sur un plancher continu. Dans ce cas-là, on a aussi des chemins de transmission structurels qui viennent faire chuter la performance de la paroi. Et donc là, on chute à un niveau de 58 décibels. Il est donc recommandé, pour bénéficier de la bonne isolation acoustique des doubles parois, d'éviter le plus possible donc les contacts structurels. Donc on va essayer d'éviter les points d'ancrage entre les murs. On va essayer d'éviter les ponts de mortier en mettant notamment par exemple des isolants dans la cavité entre les deux murs lourds. On va essayer de réduire les transmissions via les fondations en posant par exemple des joints viscoélastiques ou en plaçant des chapes flottantes au niveau des rez-de-chaussée. Et on va aussi essayer de réduire les transmissions via les charpentes si elles sont communes entre les deux locaux qui sont de part et d'autre du double mur. Ce slide illustre quelques cas de bonne mise en œuvre et des cas de mauvaise mise en œuvre. Vous avez par exemple sur la droite des exemples où le coffrage était ininterrompu et donc il y a eu un pont de béton entre les deux locaux de part et d'autre de la double paroi. Ça peut être aussi par exemple des linteaux continus toujours entre les locaux de part et d'autre de la double paroi. Alors ces connexions structurelles, ces ponts de béton, peuvent vraiment faire réduire l'isolation de plus de 10 dB, donc il faut faire très attention. Regardons maintenant l'effet des doubles parois appliqués aux parois légères. Vous avez sur ce slide 3 systèmes. Ces systèmes ont les mêmes plaques et la même largeur de cavité. Mais dans le premier système, tout à gauche, vous avez donc une ossature tout à fait découplée, donc qui représente une bonne double paroi. Les plaques de chaque côté ne sont pas du tout connectées structurellement et donc on obtient une très bonne isolation de 60 dB. Par contre, au centre, nous avons une simple ossature, mais où les montants verticaux sont alternativement décalés. Donc les plaques de plate ne sont pas directement connectées sur les mêmes montants, mais par contre, ils ont la base lisse et la base haute qui sont communes. Donc dans ce cas-là, on chute de 7 dB par rapport au premier cas. Enfin, dans le cas des cloisons classiques, donc une simple ossature, où les plaques sont fixées sur les mêmes montants, là, on va atteindre une isolation de 48 dB. Pour augmenter la performance des doubles parois légères, il faut, comme nous l'avons déjà vu, augmenter alors les masses surfaciques des plaques, soit en les dédoublant, et augmenter la largeur de la cavité.
Vous avez ici un exemple où simplement en écartant donc la double ossature, eh bien, on peut gagner 6 dB sur l'isolation acoustique de la double paroi. Il est important, dans le cas de double paroi légère, de remplir l'entièreté de la cavité avec un matériau poreux et souple afin d'éviter les ondes stationnaires et les effets de caisse de résonance. Vous avez à gauche donc l'effet de l'ajout d'un matériau poreux dans une ossature dédoublée. Donc on a ici une augmentation de l'ordre de 15 dB. À droite, vous avez l'effet d'ajout d'un matériau poreux dans une simple ossature. Dans ce cas-ci, on a une augmentation de 5 dB. C'est moins spectaculaire à cause des effets des connexions structurelles, mais ça reste tout à fait significatif. Nous avons ici deux systèmes double paroi composés exactement des mêmes matériaux, c'est-à-dire des plaques de plaque-opalâtre, des plaques d'OSB et de la laine minérale. Mais à gauche, les principes de la double paroi ont été appliqués, ce qui nous permet d'atteindre une très bonne isolation de 63 dB, alors qu'à droite, on n'obtient qu'une isolation de 40 dB. En fait, à gauche, nous avons un système masse-ressort-masse favorable. En effet, les plaques ont été placées à l'extérieur de la double paroi, donc concentrées de part et d'autre de la double ossature, ce qui veut dire que nous avons une large cavité remplie de laine qui fonctionne donc bien comme un absorbant. À droite, par contre, nous avons trois cavités minces, donc les masses ont été dispersées, ont été placées de part et d'autre des simples ossatures, et donc nous avons un système masse-ressort-masse inefficace. L'absorbant aussi n'a pas non plus une grande efficacité à cause des contacts structurels. Pour respecter les principes de la double paroi, donc il faut éviter que les parois de part et d'autre de la double ossature soient connectées structurellement. Donc nous allons essayer d'éviter tout contact structurel au niveau du gros œuvre. Donc on va désolidariser la double paroi à l'aide de joints souples. On va essayer aussi d'éviter tous les problèmes de fuite. On va essayer aussi d'éviter de placer les blochets face à face et donc prévoir un décalage d'au minimum 60 cm ou alors utiliser des blochets acoustiques. Alors, je vous remercie pour votre attention et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours aller sur le site du CSTC ou taper dans les moteurs de recherche acoustique, paroi légère, CSTC ou encore amélioration acoustique double mur CSTC. Vous tomberez directement sur différentes publications. Vous pouvez aller aussi sur notre site Antenne Norme Acoustique où vous aurez toute une série de publications. Et enfin, toujours faire appel donc à nos avis techniques, donc soit via un formulaire que vous trouvez sur le site du CSTC ou via le numéro de téléphone qui est mentionné ci-dessous. Voilà, je vous remercie.